Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Dans une dizaine de minutes, nous irons à l'Elysée pour une interview en direct de Nicolas Sarkozy. Il devrait dévoiler ses propositions pour le pouvoir d'achat. Une nouvelle étude de l'INSEE révèle que les revenus salariaux ont stagné ces dernières années. Bonne nouvelle en tout cas sur le front du chômage, toujours à la baisse, moins 1,2% en octobre, soit 23 000 inscrits en moins à la NPE. À Montbéliard, le tueur en série présumé a été mis en examen pour 5 meurtres, mais en l'absence d'indices concordants, il a été remis en liberté avec un bracelet électronique. Une deuxième nuit sans incident à Villiers-le-Bel. Une nouvelle marche silencieuse s'est déroulée ce matin dans le calme à la mémoire des 2 adolescents morts. Enfin, le malaise entre la France et l'Algérie. Après les déclarations à tonalité antisémite d'un ministre visant Nicolas Sarkozy, le président Bouteflika souhaite l'apaisement mais ne condamne pas les propos en question. Avant de développer ces titres, direction donc l'Elysée où l'interview de Nicolas Sarkozy va commencer dans quelques minutes. Bonsoir Arlette Chabot, vous êtes en direct sur place. C'est vous qui allez réaliser cette interview avec Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir. Interview très attendue notamment sur le pouvoir d'achat qui serait devenu la préoccupation numéro 1 des Français. Oui, vous vous souvenez d'un slogan de la campagne de Nicolas Sarkozy, c'était travailler plus pour gagner plus. On se souvient aussi d'un engagement répété, je serai le président du pouvoir d'achat. Alors depuis 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de réformes ont été lancées, réalisées, mais dans ce domaine du pouvoir d'achat, c'est un peu la panne avec effectivement une inquiétude des Français. Alors ce soir, le président de la République va dire comment il entend répondre à cette demande, donner des pistes concrètes, précises, pour que les Français, j'allais dire d'une façon un peu simple, en aient davantage dans leur porte-monnaie pour cette fin d'année. En un mot, il devra dire comment le président Sarkozy va réaliser les promesses du candidat. A tout à l'heure Arlette, on vous retrouve dans 10 minutes tout juste. Et une nouvelle étude de l'INSEE, publiée hier, apporte justement de nouveaux éléments sur ce thème du pouvoir d'achat. Elle s'appuie sur un nouvel indice, le revenu salarial. Il a baissé ou stagné ces dernières années. Explication Romain Messi, Alain Locasio. Les salaires des Français augmentent peu quand ils ne stagnent pas. Ceux du secteur privé sont les mieux lotis. Leur salaire mensuel a augmenté de 0,5% par an entre 2000 et 2005. En revanche, les fonctionnaires sont perdants. Leur salaire moyen a stagné l'an dernier. Pour la fonction publique d'État, les enseignants par exemple, il a même baissé de 0,1% par an sur la période 2000-2005. Le bilan est plus sombre si on s'intéresse à un nouvel indice mis en avant par l'INSEE, le revenu salarial. Il prend en compte, c'est une nouveauté, les temps partiels, les emplois précaires ou l'intérim de plus en plus nombreux. Constat, ce revenu salarial a baissé de 0,5% de 2000 à 2005. Salaire en baisse, mais pouvoir d'achat en hausse, une apparente contradiction qui s'explique si on prend en compte les autres revenus. On a d'autant plus de chances d'avoir son pouvoir d'achat qui augmente que on est un salarié régulier, à plein temps, et qu'on a des revenus patrimoniaux par ailleurs. L'assurance vie essentiellement, ou des revenus d'épargne, de caisse d'épargne, etc. Et très accessoirement des produits financiers tirés d'un portefeuille d'actions ou autre. Pour les Français qui ne rentrent pas dans cette catégorie, la hausse du pouvoir d'achat reste un espoir, bien plus qu'une réalité. Et ce soir, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault, demande à Nicolas Sarkozy de répondre aux propositions du PS sur le pouvoir d'achat. Elles ont fait l'objet d'une proposition de loi qui a été rejetée. Parmi ces 11 mesures, citons notamment l'augmentation de 50% de la prime pour l'emploi, le rétablissement de la TIPP flottante pour le prix de l'essence et un retour à l'encadrement des loyers ainsi que des tarifs EDF-GDF. Une bonne nouvelle en revanche sur le front du chômage. Les dernières statistiques concernant le mois d'octobre indiquent que la baisse du nombre d'inscrits à la NPE se poursuit avec un peu plus de 23 000 demandeurs d'emploi en moins, soit une diminution de 1,2%. Leur nombre officiel est aujourd'hui d'1 919 600. L'actualité judiciaire avec cette affaire de tueur en série présumé à Montbéliard. Difficile d'y voir clair ce soir. Je vous le disais, l'homme a été mis en examen pour 5 meurtres et juste après, il a été remis en liberté avec un bracelet électronique. Sur place, Stéphanie Lafuente et Jean-Pierre Pasteur. Après 48 heures de garde à vue et une journée passée au palais de justice, ce soir, Nicolas Panard est rentré chez lui. Sans commentaire, moi j'ai rien à me toucher. Bien sûr, vous êtes libéré ce soir, c'est une satisfaction? C'est une satisfaction. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vivre.
La juge des libertés et de la détention l'a placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. Selon la magistrate, il n'y a pas d'indice grave et concordant montrant que le sexagénaire a commis les faits qui lui sont reprochés. Aucune trace ADN, pas de témoignage à charge, ni d'aveu. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun élément matériel. Ce sont des suppositions, des suspicions, des raisonnements intellectuels qui conduisent aujourd'hui un homme à être suspecté. Alors maintenant, ça ne suffit pas pour placer quelqu'un en détention. Mis en examen pour 5 meurtres, 4 commis en Alsace et 1 en Franche-Comté, Nicolas Panard nie toujours les faits. De retour chez lui, il n'aura le droit de sortir qu'aux horaires autorisés et devra se tenir à la disposition de la justice. La ville de Villiers-le-Bel a connu une nouvelle nuit sans incident. L'important déploiement policier sera d'ailleurs maintenu plusieurs jours. Aujourd'hui, une nouvelle marche silencieuse s'est déroulée à la mémoire des 2 adolescents morts. Reportage Arnaud Comte, Pierre Monégier et Damien Louvet. Famille, amis ou simples anonymes. Ils sont 1500 à saluer la mémoire des 2 enfants du quartier. Sur le capot du corbillard de Mohsin Sehouli, 15 ans, un drapeau tricolore. Le symbole était assez fort, c'est-à-dire que voilà, il est mort en France, il est né en France, et quelque part, c'est notre enfant à tous, sans distinction. Donc, voilà. Demain, le corps de Mohsin Sehouli s'envolera pour le Maroc, le pays d'origine de sa famille. C'est là-bas qu'il sera inhumé. À Villiers-le-Bel, la nuit dernière a été la plus calme depuis l'accident, en raison du déploiement des forces de police, mais aussi de l'attitude apaisante des grands frères. On a été parler aux jeunes. Les jeunes, ils sont remontés parce qu'ils ont perdu, on va dire, leurs amis. Ils ont perdu leurs frères. On va dire ça comme ça. Donc ça peut arriver que dans un moment d'énervement, tout crame, tout brûle. Il n'y a eu que 2 journées. Il n'y en aura que 2. Il n'y en aura pas plus. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation, en visite à son tour, a promis une aide exceptionnelle pour reconstruire l'école incendie. Et à noter sur ce sujet une phrase remarquée de Nicolas Sarkozy qui s'exprimait devant 2000 policiers et gendarmes près de Paris. Pour lui, les violences de ces derniers jours n'ont rien à voir avec une crise sociale. On l'écoute. Ceux qui ont utilisé des armes à feu contre la police, comme ils l'auraient fait contre la gendarmerie, auront à en rendre des comptes. Ce qui s'est passé à Villiers-le-Bel n'a rien à voir avec une crise sociale. Ça a tout à voir avec la voyoucratie. En bref, avocats et magistrats en robe noire, avec parfois la corde au cou, une journée de protestation était organisée partout en France contre la réforme de la carte judiciaire qui prévoit, vous le savez, de supprimer plus de 300 juridictions. Beaucoup d'audiences ont été renvoyées et des manifestations se sont déroulées un peu partout, notamment ici à Paris. Autre journée de manifestation, celle des étudiants et des lycéens contre la loi Pécresse sur l'autonomie, avec là encore des défilés dans la plupart des grandes villes, Toulouse, Caen, Bordeaux ou ici Paris. De nombreux lycées sont bloqués, en particulier à Paris et dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais ce soir, l'UNEF, principal syndicat étudiant, appelle à la levée des blocages et à la suspension de la grève après consultation de ses adhérents. Les images que vous avez découvertes sont signées Yann Moine. L'attaque n'a duré que quelques secondes. Un convoyeur de fonds a été tué lors d'un transport d'argent de la Brinks aujourd'hui dans le nord de Paris. C'est le 2e mort depuis le début de l'année. Les malfaiteurs ont pris la fuite, les mains vides. Franck Genozo, Emmanuel Beck. Il fait encore nuit ce matin lorsque 2 puissantes berlines viennent encercler ce fourgon de la Brinks. 3 malfaiteurs descendent, armes au poing. Les convoyeurs sont en train de réapprovisionner la banque. Une fusillade éclate, semant la panique sur le boulevard. On a entendu comme une déflagration. On a cru à un accident au départ. Après on a vu de la fumée, des coups de feu. Ça s'est passé très vite et après on a fermé parce qu'on s'est dit on va en prendre une aussi. 8 à 10 coups de feu retentissent. Un éclat de balle blesse une femme qui attend son bus. Un convoyeur de 42 ans est mortellement touché. Les malfaiteurs, eux, prennent la fuite sans avoir mis la main sur le butin. C'est le 2e convoyeur tué cette année. Les attaques de fourgons blindés ont pourtant largement diminué depuis 7 ans. Ce soir, les syndicats de transporteurs dénoncent un acte odieux. En bref, sachez que Denis Gauthier-Sauvagnac est sorti libre après 2 jours de garde à vue à la brigade financière. Aucune information judiciaire n'est ouverte pour l'instant. L'ancien président de l'organisation patronale de la métallurgie est resté flou sur les destinataires des retraits de 26 millions d'euros en liquide, mais il assure que ces transferts n'ont rien d'illégal.
À l'étranger, d'abord, et à quelques jours d'une visite sur place de Nicolas Sarkozy, le malaise entre la France et l'Algérie. Après les déclarations à tonalité antisémite d'un ministre, le président Bouteflika souhaite l'apaisement, mais il n'a pas condamné les propos en question. Renaud Bernard, Mustapha Belmioud. Lundi, c'était Nicolas Sarkozy, le président du lobby juif. Aujourd'hui, les anciens combattants algériens reprochent au président français l'absence d'excuses pour l'action coloniale de la France. Et ils le disent tel quel, il n'est pas le bienvenu en Algérie. Il vient en nous provoquant, en nous disant que je ne suis pas pour nous excuser. Dans la rue, les propos sont plus modérés. Il est la bienvenue en Algérie. Ceci étant dit, on lui dira toujours, et je pense que le peuple algérien lui dira toujours, que le colonialisme était d'une sauvagerie incroyable. Le président algérien n'a réagi que par communiqué, sans désavouer les attaques sur le fond. Pour Abdelaziz Bouteflika, seules ses propres déclarations comptent, notamment, dit-il, quand il s'agit d'un pays ami. Paris souhaitait des clarifications. Bernard Kouchner en prend bonne note. Après, la réaction, c'est celle de monsieur Bouteflika a répondu. En France, à gauche comme à droite, plusieurs députés demandent le report, voire l'annulation du déplacement de Nicolas Sarkozy à Alger. En Russie, comme prévu, Garry Kasparov a été libéré aujourd'hui. Après 5 jours de prison, l'opposant à Vladimir Poutine a aussitôt dénoncé les dérives dictatoriales du président russe. Et puis en bref encore, une mutinerie aux Philippines, une vingtaine de soldats ainsi que des élus se sont retranchés dans un grand hôtel de Manille en compagnie de nombreux journalistes. Ils réclamaient le départ de la présidente Gloria Arroyo. L'armée a donné l'assaut par la grande porte. Les mutins se sont rendus. Le pays a connu une quinzaine de tentatives de putsch de ce genre depuis 20 ans. Voilà, dans 20 secondes tout juste maintenant, l'intervention de Nicolas Sarkozy en direct à l'Elysée où nous allons nous rendre. Il est attendu bien sûr sur les violences à Villiers-le-Bel, mais surtout sur le pouvoir d'achat, direction l'Elysée. J'aime bien ce bureau, moi. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir avec Arlette Chabot. Les événements se sont succédés depuis votre dernière intervention télévisée, c'était le 20 septembre dernier. Il y a eu la grève qui a suivi la réforme des 6 régimes spéciaux de retraite, et puis il y a eu les violences urbaines du début de la semaine. Donc, et puis évidemment, il y a les attentes, pour ne pas dire les impatiences des Français sur le pouvoir d'achat. Alors on va vous interroger chronologiquement, peut-être sur ce qui vient de se passer, c'est-à-dire sur ces violences urbaines. 2 questions pour commencer. D'abord, est-ce qu'elles ont été gérées par le gouvernement de la manière dont vous les auriez gérées si vous étiez à Paris, d'une part, et deuxièmement, est-ce que 2 ans après les émeutes d'Aulnay-sous-Bois, c'est pas au fond une sorte de constat d'échec après tout ce qu'on avait annoncé sur ce qu'on devait faire là-bas? D'abord, elles ont été très bien gérées par le Premier ministre et par la ministre de l'Intérieur, François Fillon et Michel Alliot-Marie. Vous disiez j'étais en Chine, oui effectivement, mais enfin ne croyez pas que c'est parce que je suis en Chine que je ne regarde pas de près ce qui se passe, et c'est ce qui me permet de vous dire que ça a été bien géré. Deuxièmement, ces événements, je les ai jugés d'une extrême gravité, et je ne les prends pas à la légère du tout. Et que des individus puissent tirer sur des forces de l'ordre, sur des fonctionnaires qui font leur métier, sur le territoire de la République française, je ne peux pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle, à peine descendu de l'avion, je me suis rendu au chevet de ces policiers blessés, qui ont été exemplaires de sang-froid. Nous avons eu 82 blessés. Je pense particulièrement à un fonctionnaire de police, jeune, courageux, qui a perdu un œil, parce qu'un voyou lui a tiré dessus, à hauteur de la tête, que la balle est passée sous la visière. Je pense à ce commissaire de police extraordinaire que j'ai vu avec sa femme enceinte à ses côtés, qui a été lynché à coups de barre de fer. Et je veux dire de la façon la plus solennelle que j'ai fixé un objectif de résultat, nous retrouverons les tireurs. Et ça vous inquiète, cette haine de la police qui monte? C'est pas une haine de la police, c'est pas une haine de la police, ce sont des individus
qui sont des voyous, déstructurés, qui sont prêts à tout, qui sont des trafiquants, nous les retrouverons un par un. Et pour eux, ça sera la cour d'assises. Parce que tirer sur un fonctionnaire, ça s'appelle un crime, une tentative d'assassinat. Et je ne suis pas décidé à accepter cela. Nous avons mis tous les moyens de la police scientifique et technique. Les forces de police auront les moyens qu'il faut, le temps qu'il le faut, pour les retrouver. Ça ne peut pas rester sans conséquence. Et je le dis d'ailleurs aux fonctionnaires de police. On est passé à 2 doigts du drame. J'ai rencontré l'un des policiers qui a été blessé, 18 plombs dans le corps, un autre qui en avait un logé sur la pommette, et celui-ci m'a dit qu'il avait le tireur dans son viseur. Il aurait pu tirer. On aurait pu avoir un drame. Ça n'a rien à voir avec ce drame des 2 jeunes qui ont perdu la vie à 15 ans à la suite de l'accident de moto que l'on connaît, pour lequel j'ai d'ailleurs demandé qu'il y ait une instruction pour que la justice puisse passer, que la vérité puisse être révélée et pour que chacun s'apaise. Ça n'a rien à voir avec un problème social. Je ne vois pas au nom de quoi tirer sur des policiers, lyncher un commissaire de police, ça amène en quoi que ce soit à améliorer la situation sociale. Et moi, je ne répondrai pas à cela en donnant plus d'argent ou plus de moyens. On donnera plus de sanctions à ceux qui ont fait cela. Mais cela dit, il y a un plan qui est toujours prévu et qui sera annoncé en janvier. Naturellement. Et Fadela Amara l'annoncera. C'est un plan qui sera fondé non pas sur la rénovation des bâtiments, on a déjà beaucoup fait. Il faut arrêter de dire que rien n'a été fait. Beaucoup a été fait. Et les Français sont en train de se demander ce qu'on a fait de leur argent, de l'argent de leurs impôts. Beaucoup a été fait. Ce qu'on fera, c'est qu'on investira au maximum sur les personnes, parce que moi je veux qu'on soit plus généreux pour ceux qui veulent s'en sortir, avec un droit à la formation pour trouver un emploi et pour vivre de son travail, et qu'on soit plus sévère à l'endroit de cette infime minorité qui se comporte de cette manière. Alors, un constat d'échec, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des décennies, on a fermé les yeux. Et ça fait simplement que depuis quelques années qu'on réagit. La République ne cédera pas un pouce de terrain. Voilà ce que j'ai pensé de ces événements, voilà la réponse que nous allons leur apporter, mais comme vous le voyez, je ne prends pas du tout cela à la légère. Mais quand vous dites quand même, ce sont des voyous, effectivement, qui tirent, c'est dangereux, et effectivement qui se saisissent sans doute d'un incident pour passer. Mais c'est quand même toujours dans des zones où il y a des situations qui sont quand même extrêmement difficiles. Il y a 20, 30, 40% de chômeurs dans cette ville. Il y a un revenu moyen annuel qui est de 6 200 € par habitant. Il y a un fond de malaise social autour de ça qui aggrave, c'est une circonstance aggravante. Ça ne justifie pas les violences. Arrêtons la pensée, heureusement, arrêtons la pensée unique. Tous les chômeurs ne tirent pas sur des policiers ou sur des gendarmes. Tous ceux qui ont des problèmes pour boucler leur fin de mois ne trouvent pas intelligent d'aller mettre le feu dans la bibliothèque où vont leurs enfants, dans l'école où vont leurs enfants. Il faut arrêter maintenant avec cela. La vérité, c'est qu'il y a des trafics, il y a des trafiquants, il y a de la drogue, il y a des voyous. Il faut les traiter comme des trafiquants et comme des voyous. J'ajoute que j'ai demandé aux forces de l'ordre de faire une opération systématique pour aller chercher les armes. Quand un hélicoptère a survolé certains quartiers, il a vu qu'on avait préparé des parpaings, des munitions pour jeter sur les forces de l'ordre. Qu'est-ce que ça a à voir avec le malaise social? Il faut arrêter maintenant. Il y a des comportements, inexcusables qui sont donc inexplicables. Quand on veut expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable. Pour le reste, il y a un malaise social, il y a une immigration qui pendant des années n'a pas été maîtrisée, des ghettos qui ont été créés, des personnes qui ne se sont pas intégrées. C'est la raison pour laquelle le gouvernement met en œuvre, avec mon soutien et à ma demande, une politique d'immigration choisie. C'est la raison pour laquelle les forces de l'ordre ont des consignes de sévérité à l'endroit des délinquants. Et c'est la raison, enfin, pour laquelle Mme Fadela Amara, en qui j'ai toute confiance, fera un plan spécifique pour ceux qui, dans ces quartiers, et ils sont l'immense majorité, veulent s'en sortir. C'est halte à la glandouille, comme elle l'a dit un peu. Oui, mais comment on peut s'en sortir? Écoutez, on ne peut pas s'en sortir si on reste couché chez soi jusqu'à midi. On ne peut pas s'en sortir si on ne va pas à l'école.
On ne peut pas s'en sortir si on n'a pas une formation, et on ne peut pas s'en sortir si on n'a pas la volonté d'exercer un travail. C'est comme ça dans la société française. On ne peut pas s'en sortir. Alors on donnera à chaque jeune qui voudra s'en sortir un droit à la formation, pour qu'il ait un droit à l'emploi. Il faut maintenant que la République soit plus généreuse à l'endroit de tous ceux qui veulent s'en sortir. Puis moi je pense à l'immense majorité des habitants de ces quartiers, mais qui en ont plus qu'assez. C'est eux les premières victimes. On brûle leurs bus. Mais au nom de quoi? Qu'est-ce que ça va amener à la situation? Dans des quartiers qui sont déjà excentrés. On va leur donner à ces gens qui habitent dans ces quartiers le même droit à la sécurité que ceux de nos compatriotes qui habitent en centre-ville. Ils y ont le droit maintenant. Et puis, il faut qu'on retrouve un minimum d'autorité. Il y a aussi la faillite... Vous-même, quand vous étiez ministre de l'Intérieur, et malheureusement, ça ne change pas beaucoup. Monsieur Poivre d'Arvor, je ne pense pas que ça ne change pas beaucoup, puisque désormais, la République ne recule pas. Pendant des années, il faut dire la vérité aux Français. Les forces de l'ordre ont évité un certain nombre de quartiers. Et on a acheté une forme de paix en laissant les trafiquants trafiquer. Et on peut me faire beaucoup de reproches, sauf celui d'avoir menti aux Français sur la gravité de la situation des quartiers. Et comment pouvez-vous penser qu'on peut arranger ça, qui est la marque d'un laxisme de 30 ou 40 ans, simplement en 6 mois de présidence de la République, ou en 4 années de ministère de l'Intérieur, où je n'ai cessé d'ailleurs de demander des moyens sur une nouvelle législation. Et Dieu sait qu'à chaque fois, ça a provoqué des cris d'orfraie. Je pense sur les récidivistes. Lorsque j'ai demandé l'accroissement des peines pour les mineurs multirécidivistes, ce n'est pas parce qu'on est mineur qu'on doit être impuni. Et je pense à bien d'autres cas. J'ai reçu ce matin cette enseignante rouée de coups par un de ses élèves de 15 ans. Mais enfin, où est-on? C'est d'une gravité extrême. Et j'ai demandé au ministre Xavier Darcos une enquête pour savoir exactement ce qui s'était passé et pourquoi cette enseignante, remarquable par ailleurs, n'avait pas été soutenue comme elle aurait dû l'être par l'encadrement. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce garçon de 15 ans? C'est d'une gravité extrême. Frapper son professeur, devant les autres élèves, à l'intérieur de la classe. On ne peut pas l'accepter, je n'accepterai pas ça. Je suis également, tiens, aujourd'hui, les parents de cette jeune fille assassinée par un délinquant sexuel récidiviste dans le RER. Quand je vois, et j'ai demandé à Rachida Dati, qui l'a fait avec beaucoup de courage, de faire voter une loi sur les récidivistes. Ce monsieur avait déjà fait une tentative de viol, même un viol. Il sort de prison. Et voilà que la première chose qu'il fasse, c'est un dimanche matin, cette petite jeune fille de 23 ans prenait le RER à 10h30 du matin, un dimanche. On ne peut pas dire qu'elle prenait des risques quand même. Et elle fait la mauvaise rencontre. Je le dis de la façon la plus claire, je demanderai au Parlement sur le texte de Rachida Dati d'imposer une peine de sûreté après la peine de prison à tous ces prédateurs qui, tant qu'ils ne se feront pas soigner, ne sortiront pas de prison. Voilà. Non mais ce sont des affaires très sérieuses où à chaque fois je dois me heurter à une pensée convenue. Moi, les droits de l'homme auxquels je pense, c'est d'abord ceux de la victime. Parce que chacun d'entre nous, ça aurait pu être l'un de ses enfants. Et je ne banalise pas ces choses. Et à ceux qui s'étonnent que je reçoive les victimes, j'estime que c'est mon devoir de chef de l'État que d'apporter pas simplement le soutien, mais de faire de ces victimes un symbole pour que ça ne se reproduise plus. Alors je sais que c'est une tâche très difficile, je sais que ça demandera du temps, je le demande aux Français, mais je le dis, je me battrai sur ces convictions, sur ce droit à la sécurité et sur la différence entre les voyous et les honnêtes gens, parce que c'est la mission que j'ai reçue des Français. Petite précision sur la police, petite question. On sait toutes les critiques, on les a entendues, que vous avez faites contre la police de proximité qui avait été en place par la gauche, le laxisme, etc. Mais pour remettre un peu de lien entre les policiers et les habitants de ces quartiers, je ne parle pas des jeunes en général, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait quand même une police affectée à un certain type de quartier? Ou c'est une idée qui revient de la gauche, qui absolument a balayé selon vous? C'est pas du tout parce qu'elle vient de la gauche qu'elle est ridicule, cette idée. Enfin, on voit ce que le brave policier dit de proximité, qui était là aux heures ouvrables, aurait pu faire face à des individus qui tirent sur des fonctionnaires. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, l'immense majorité des habitants des quartiers ne se plaignent pas qu'il y ait trop de police. Ils se plaignent qu'il n'y en ait pas assez. Qu'est-ce qui se plaint qu'il y ait trop de police?
c'est ceux qui trafiquent. C'est pas trop, c'est une police qu'on connaît. S'agissant, voilà. Bah oui, pensez, mais la police, quel est le rôle de la police? C'est pas qu'elle connaisse, c'est qu'elle arrête les délinquants. La police n'est pas là pour organiser des matchs de football ou faire des relations publiques. Il y a pour cela des travailleurs sociaux, des animateurs de clubs sportifs. Mais enfin, revenons à des idées simples, qui ne sont pas simplistes. Bon. Pour le reste, j'ai demandé également à la police, pas plus tard que ce matin, de se garder de toute familiarité avec les jeunes, avec qui que ce soit d'ailleurs, d'avoir le souci de l'éthique et de respecter les règles de la police républicaine. Mais je veux quand même dire quelque chose. Nous avons 82 policiers à l'hôpital. Tous étaient armés. On leur a tiré dessus. Il n'y en a pas un seul qui a répondu. Je crois qu'en ces périodes, on peut quand même se dire qu'on a le droit d'être fier du comportement de la police républicaine. Deuxième gros événement de ces dernières semaines, les retraites, avec tout d'abord la réforme des régimes spéciaux, les grèves que l'on a vues. Est-ce que la prochaine étape maintenant, c'est l'augmentation de la durée des cotisations pour tout le monde? Permettez-moi de dire un mot sur ces questions, parce que j'ai attendu beaucoup de commentaires. D'abord, et peut-être cela va-t-il vous étonner, je veux rendre hommage aux partenaires sociaux. Tous? Tous. Tous. François Fillon, Xavier Bertrand et moi-même, on a travaillé main dans la main pour essayer que le dialogue puisse prévaloir. Mais je veux le dire aux Français, bien sûr qu'on n'était pas d'accord, tous. Monsieur Thibault, Monsieur Chérec, Monsieur Mailly, patron de la CGC, de la CFCC, on n'était pas d'accord sur tout. Mais on était d'accord sur une chose, c'est qu'il fallait qu'on dialogue. J'avais dit aux partenaires sociaux que je ne pouvais pas céder. Parce qu'il n'y avait pas de raison que tous les Français cotisent 40 ans et que les Français des régimes spéciaux cotisent 37 années et demie. C'était une question d'équité. Et les compensations, vous les avez prévues? Bien sûr, il y a des négociations, elles se déroulent, nous suivons ça jour après jour. Mais le gouvernement et moi-même, on a été heureux de trouver des partenaires sociaux qui ont pris leurs responsabilités. Alors je pense aux usagers, ça a été la galère pendant 9 jours, ça a été terrifiant pour un certain nombre d'entre eux. Mais je veux leur dire une chose, ça n'avait jamais été fait ce qu'on a fait, parce que c'était le plus difficile. 9 jours. Mais s'il y avait eu service minimum, ça aurait été mieux? Apparemment pas. Le service minimum s'appliquera à partir du 1er janvier, on n'a pas à prendre les gens en otage. Mais un gouvernement qui veut conduire une politique de réforme doit dialoguer. Et pour dialoguer, il faut qu'il y ait des partenaires. Et des partenaires, y compris ceux dont je suis théoriquement le plus éloigné, ont pris leurs responsabilités. Aujourd'hui, les négociations ont lieu. J'espère que tout ceci conduira à ce que les cheminots, les électriciens, les gaziers, les agents de la RATP comprendront que nous n'avons pas voulu les humilier, qu'il y avait un travail à faire, je l'ai fait. Mais je comprends parfaitement par ailleurs qu'ils aient des demandes sociales, qu'ils aient des problèmes, que c'est pas facile. La vie pour eux, comme pour tant d'autres. En revanche, ceux qui ont cassé, ceux qui ont saboté, ceux qui ont détruit des éléments du service public. Ils ont été très minoritaires. Très. Mais ceux qui ont fait ça auront à rendre compte devant la justice. Vous aviez dit qu'il n'y aura pas de vainqueurs et de vaincus, mais néanmoins le gouvernement n'a pas reculé sur l'essentiel. Donc est-ce que vous pensez là quand même qu'il y a une page qui s'est tournée par rapport au gouvernement précédent, où vous n'avez pas cédé sur les principes? Dialogue, mais on ne cède pas et pas de recul. Madame Chabot. Donc ça change beaucoup le paysage? Pourquoi j'ai dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait un vainqueur et un vaincu? Parce que moi j'ai été élu pour 5 ans. Je suis président depuis 6 mois. Il y a encore tant de travail à faire. Il y a encore tant de réformes à conduire. Il y a encore tant de problèmes où on attend de moi des solutions. Le but, c'était pas de faire les régimes spéciaux, de sortir avec des syndicats exsangues, un gouvernement prétendument triomphant, et qu'est-ce qu'on fait après? On se regarde pendant 4 ans en disant j'ai gagné, toi tu as perdu. Mais c'est pas comme ça qu'on conduit un pays. Mais c'est pas comme ça qu'on... Le gouvernement a retiré ces réformes. Moi, j'ai pas jugé mes prédécesseurs, j'ai déjà bien assez à faire. Non, je ne pouvais pas reculer. Voilà. Parce que c'est l'intérêt national que de conduire cette réforme. Mais l'intérêt national, c'est aussi de garder des interlocuteurs. Il y a encore 4 ans et demi de réforme. Je fais une première proposition ce soir. Je proposerai aux partenaires sociaux, salariés comme patronat, l'organisation à la mi-décembre d'une conférence sociale que j'introduirai pour faire ensemble l'agenda social de 2008. Les grandes réformes que nous allons mettre en œuvre, avec un seul but. On me dit, mais
il faut redonner de la cohérence, expliquer. Quel est mon but? C'est le plein emploi. Vous avez vu que les chiffres du chômage viennent de sortir. 23 000 chômeurs de moins. 23 000 chômeurs de moins. Pour la première fois depuis 1982, on passe en dessous de 2 millions de chômeurs. C'est encore beaucoup trop. Moi, j'ai promis le plein emploi. Et alors, nous allons faire une grande conférence sociale sur l'agenda social. Mais je vais y mettre des têtes de chapitre et je veux qu'on en discute. Et c'est une véritable révolution que je propose. D'abord, dans un certain nombre d'entreprises, s'il y a un accord majoritaire entre le chef d'entreprise et les syndicats, les salariés, ils pourront s'exonérer des 35 heures en échange d'augmentation de salaire. Je veux sortir de l'atonie de la négociation salariale. Dans toutes les entreprises où il y a accord. Patrick Poivre, c'est simple. Quand il n'y a pas d'accord, ça sera les 35 heures. Dans toutes les entreprises où les partenaires sociaux négocieront un accord majoritaire, on échangera plus de travail contre plus de salaire. Je veux mettre sur la table un autre sujet absolument révolutionnaire. Nous payons quelque chose comme 20 milliards d'allègements de charges, et c'est normal pour la compétitivité de nos entreprises. Les branches où il n'y aura pas de négociation salariale, je remettrai en cause les allègements de charges. C'est le bonus-malus, comme on dit un petit peu, pour les entreprises. C'est ça, c'est conditionné. Moi, je veux sortir d'une situation invraisemblable, parlons du pouvoir d'achat, où le SMIC augmente pour 17% des salariés, selon un calendrier qui n'a rien à voir d'économique, mais exclusivement politique. En général, les gouvernements l'augmentent quand il y a des élections. Et où 83% des salariés n'ont pas d'augmentation de salaire. Les 35 heures ont été payées de l'atonie de la négociation salariale. Mais je mettrai aussi en débat la question du travail le dimanche. Avec l'ouverture des magasins. Je veux que les salariés qui veulent travailler le dimanche puissent le faire sur la base de l'accord, le volontariat, qu'ils soient payés le double, mais qu'on puisse élargir les possibilités de travailler pour retrouver de la croissance. J'ai été élu sur une conviction qu'il fallait réhabiliter le travail. Là, on me dit il faut donner du pouvoir d'achat. Mais pour donner du pouvoir d'achat, il faut réhabiliter le travail. Il faut permettre plus de travail et il faut mieux le rémunérer. C'est ça la solution. Pour avoir plus de croissance. De toute façon, il n'y a pas d'argent à distribuer. Non, mais qu'est-ce qu'on attend de moi? J'ai vu que le Parti socialiste, avec beaucoup de sens de l'humour, prévoit un paquet de dépenses supplémentaires sans prévoir aucune recette en face et dans le même temps me dit que je ne vais pas assez vite pour réduire les déficits. Si dans les recettes, par exemple, ils proposent qu'on s'en prenne un peu aux compagnies pétrolières qui font de gros profits. Mais on va en parler. Vous pensez qu'avec ça, il suffit par ailleurs que les compagnies pétrolières mettent leur siège ailleurs et il n'y a plus de recettes. La démagogie doit avoir des limites. On n'attend pas de moi quoi? Il y a déjà plein de déficits et trop d'endettement. La seule façon de donner du pouvoir d'achat, c'est de créer les conditions de la croissance et de réhabiliter le travail. Je fais une autre proposition. Dans les 35 heures, on avait prévu des RTT. Alors, je connais quantité de salariés qui accumulent les RTT. Ils ne savent plus quoi en faire des RTT d'ailleurs. Moyennant quoi, quand ils sont RTT, il y a moins de travail. Eh bien, je propose la monétisation des RTT. C'est-à-dire qu'on puisse racheter. C'est-à-dire que tous les salariés qui se mettent d'accord avec le chef d'entreprise puissent transformer les jours de RTT en argent. Ça représente 5 milliards de pouvoir d'achat en plus. Alors, pour la fonction publique, bien sûr qu'il n'y a aucune raison de traiter les fonctionnaires différemment. Pour la fonction publique, je dis autre chose, parce que je n'ignore rien du malaise des fonctionnaires, qui ont un travail de plus en plus dur. Parler de cette enseignante, vous vous rendez compte, être traité comme ça, c'est un travail très dur. Alors pour les fonctionnaires, d'abord je veux une mesure de justice, c'est que désormais les heures supplémentaires seront payées pour les fonctionnaires comme elles sont payées dans le privé. Dans le privé, les heures supplémentaires, c'est 25% de plus. Eh bien, aucune raison que les fonctionnaires aient des heures supplémentaires qui parfois sont payées moins cher que l'heure normale. Deuxièmement, les fonctionnaires pourront monétiser, pardon de cette expression, les RTT, comme dans le privé, ce qui est du pouvoir d'achat, se faire payer au lieu d'avoir ça, puisqu'ils donnent de la souplesse à l'administration et à l'entreprise. Je pense que c'est très important. Et par ailleurs, je demanderai que dans la fonction publique, le Premier ministre organise des négociations pour régler cette affaire du stock d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées dans l'hôpital comme dans l'administration. Ça, ce sont des mesures très pratiques pour le pouvoir d'achat. Pourquoi pas supprimer carrément les 35 heures, puisque mine de rien, vous y arrivez? Mais parce que la question pour moi n'est pas de supprimer les 35 heures. La question pour moi, c'est d'arriver au plein emploi. Je ne veux pas revenir sur un acquis social. Je veux donner aux Français la chance de travailler plus
pour gagner davantage. Mais je vais aller encore plus loin parce que je pense qu'il y a un vrai problème de coût de la vie qui se pose. Les gens qui font leurs courses voient parfaitement que la vie a augmenté beaucoup plus vite que n'augmentent leurs revenus. Et l'INSEE leur dit le contraire. C'est la raison pour laquelle je demande qu'on crée un indice du pouvoir d'achat qui corresponde enfin à la vie quotidienne des Français. C'est avec les nouvelles dépenses, notamment, ou l'importance des nouvelles dépenses. Mais bien ça sûr. change. Et pour que les Français aient le sentiment qu'on ne se moque pas d'eux. Et quand ils entendent qu'il n'y a plus d'inflation ou qu'il n'y a pas d'augmentation des prix, qu'ils le constatent dans les bacs du supermarché et non pas qu'on leur raconte des fariboles. On a tout intérêt à faire la vérité et à faire la clarté sur cette question. Mais je veux également engager une grande discussion avec la distribution. Car aujourd'hui, nous sommes dans un système qui ne me convient pas. Les producteurs et les petites entreprises ne sont pas rémunérés au prix de leurs produits et les consommateurs ne retrouvent pas les efforts qui sont demandés aux producteurs. Et donc je veux aller très loin, indépendamment du texte qu'a fait voter à l'Assemblée M. Châtel sur la négociabilité, je veux aller très loin pour qu'on obtienne la baisse des prix dans nos grandes surfaces. Et quand vous étiez au budget, vous le demandiez déjà, il vous avait dit oui, et puis finalement, rien ne s'était passé. Monsieur Pavard, pardon, d'abord j'étais pas au budget, j'étais ministre des Finances, à l'époque, c'était en 2004, on a eu 3,5% de baisse des prix. Alors c'est d'autant plus nécessaire qu'on a en plus la hausse des matières premières. Mais pendant qu'on y est, je pense également à un autre poste de dépense des Français, qui est le logement. Et sur le logement, je vais proposer 2 changements importants et qui donneront du pouvoir d'achat immédiatement. D'abord, quand vous êtes locataire, ça m'a toujours frappé, on vous indexe vos loyers sur l'indice des prix à la construction. Comme les matières... opaque, d'ailleurs. Oui, mais comme les matières premières augmentent, le prix des loyers va augmenter, beaucoup plus que les revenus des locataires. Eh bien, je demande que l'indexation ne se fasse plus sur l'indice des prix à la construction, mais l'indice des prix tout court. Sur l'inflation. Ce qui permettra de diviser par 2 l'indexation et la hausse. Enfin, je faisais la remarque, un jeune couple, quand il prend un appartement, il doit payer le premier mois d'avance. Il doit payer 2 mois de garantie. Il avait 3 mois. Et il doit en plus fournir bien souvent une caution. J'ai demandé au Premier ministre et à la ministre du Logement de conduire des négociations pour que d'abord, au lieu de 2 mois de garantie, ça ne soit plus qu'1 mois. Et deuxièmement, je souhaite qu'on ne demande pas de caution. Qu'on fasse une mutualisation publique qui permette de ne pas demander une caution. Tout ceci, ce sont des mesures extrêmement concrètes. Qui pourraient rentrer en vigueur à quel moment? Mais qui vont rentrer en vigueur dès le début d'année. Enfin, je pense qu'il faut débloquer les fonds de participation. Un plafond sera déterminé, peu importe, 10 000 euros, je crois, pour qu'on puisse, ça représente quand même 12 milliards d'euros. Mais c'est pas dans toutes les dans les entreprises. 6 mois qui viennent, mais j'y vais y venir, dans les 6 mois qui viennent, pour remettre du carburant dans la croissance française et du pouvoir d'achat. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, comme vous le dites très bien, il n'y a pas de participation. Eh bien, dans ces entreprises, je souhaite que toutes les entreprises qui donneraient une prime à leurs salariés, puisqu'il n'y a pas de participation, ça puisse être défiscalisé de cotisations sociales. Vous voyez, ce que j'essaye de faire, c'est de redonner du carburant à la croissance française. Depuis que je suis élu, il y a quand même 92 000 chômeurs de moins. Alors on dirait, c'est pas grâce à vous, peut-être. Mais s'il y en avait eu 92 000 de plus, on dirait c'est à cause de vous. Donc je ne peux pas être celui qui perd la bataille, et quand la bataille progresse, pas être celui qui la fait progresser. Je veux réhabiliter le travail et répondre de cette façon au problème du pouvoir d'achat des Français. Mais est-ce qu'on peut décréter tout seul la croissance au milieu d'un environnement international? Vous nous dites à chaque fois, vous nous l'avez dit la dernière fois, d'ailleurs j'irai chercher le point de croissance supplémentaire. Mais vous cherchez, mais vous n'êtes pas seul, quand on est dans un environnement international un peu compliqué. Mais en même temps, vous m'interrogez, 1 heure après la publication de l'analyse, c'est le 2e mois consécutif où la France diminue le nombre de ses chômeurs de plus de 20 000, 23 000 ce mois-ci. Si on était resté les bras croisés, moi je me souviens de la polémique au mois de juillet, quand le texte, les mesures fiscales ont été votées. On a dit, oh là là, quelle erreur, il fait une politique du pouvoir d'achat alors qu'il faudrait faire une politique de l'offre sur la compétitivité des entreprises. Voilà que 3 mois après, on me reproche le contraire.
Elles ont été utiles, ces mesures fiscales? Oui, elles ont été utiles, et je vais m'en expliquer. Sur la dizaine de milliards... Vous traitez comme un boulet le paquet fiscal. Voilà, on dit c'est terrible, il a mangé toutes ses marges de manœuvre, le président et le gouvernement, et maintenant il a fait les cadeaux aux riches. Alors voilà ce qui se dit. Mais je ne sais pas, oui, ça c'est encore un argument de... Ce qu'ils disent. Oui, bien sûr, avec difficulté d'ailleurs. Je vois que c'est un argument de très bonne foi. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette dizaine de milliards mobilisés? J'ai voulu qu'on puisse donner davantage d'heures supplémentaires. On me dit ça ne marche pas, mais c'est invraisemblable. Le texte sur les heures supplémentaires s'applique depuis le 1er octobre. Mais les chefs d'entreprise disent que c'est un peu une usine à gaz. J'y viens. Depuis le 1er octobre, ça s'applique. Nous sommes au mois de novembre. Alors vous pensez de spécialistes qui peuvent, en un mois et demi, juger que ça marche ou ça ne marche pas. Il y a 900 millions d'heures supplémentaires. C'est 5 milliards d'euros qui ont été donnés aux salariés. Et ceux qui font le plus d'heures supplémentaires, c'est les ouvriers et les salariés les plus modestes. Est-ce que ça, c'est un cadeau aux riches? Et puis 2,5 milliards que nous avons mis pour quoi faire? Pour que tous ceux qui achètent un logement puissent déduire jusqu'à 40% des intérêts d'emprunt. C'est un cadeau aux riches de ne pas être obligé de payer des impôts sur les intérêts qu'on verse à sa banque. Mais au nom de quoi c'est un cadeau aux riches? Et puis j'ai mis un peu d'argent également pour que toutes les successions moyennes et modestes soient exonérées d'impôts sur les successions. C'est un cadeau aux riches? Quand on a travaillé toute sa vie, de devoir en plus payer un impôt parce qu'on laisse à ses enfants le produit d'une vie de travail? Ah ben on n'a pas la même conception que les riches. Je sais qu'en son temps, M. Hollande avait dit qu'il n'aimait pas les riches. Il les fixait à se gagner plus de 3 000 € par mois. Il ne doit pas s'aimer lui-même alors. Non mais quand même, il y a un minimum, me semble-t-il, de bonne foi à avoir. Et c'est en train de marcher. Alors bien sûr qu'on s'est pris, et ce n'est pas une bonne surprise, la crise des subprimes. Qui n'est pas terminée d'ailleurs, qui n'est absolument pas terminée. Écoutez, la hausse du pétrole, c'est extraordinaire. Quand j'étais ministre des Finances en 2004, le baril de pétrole était à 42 $. Il est à près de 100. La baisse du yuan, l'euro qui monte à... $1,5 pratiquement. Pas pratiquement, quasiment, oui, exactement. $1,5. Mais, Monsieur Poivre d'Arvor, ces difficultés-là, si je n'avais pas eu celles-ci, j'en aurais eu d'autres. Et de toute manière, on ne m'a pas élu pour dire, écoutez, excusez-moi, il y a des problèmes aux États-Unis, je ne peux rien faire. Il y a des problèmes en Chine, je ne peux rien faire. Je reviens de Chine. On ramène pour l'industrie française 20 milliards d'euros de contrats. Mais ça, c'est du travail pour nos usines. Parce que moi, j'ai promis que je ne laisserai pas tomber les usines dans notre pays. Je pars en Algérie. Je vais ramener encore des contrats pour aider nos usines. Parce que le rôle du président de la République, c'est d'être derrière les entrepreneurs de France. C'est de les aider. C'est d'aller chercher la croissance. J'ai été au Maroc, 2 milliards de contrats pour les entreprises. Dans le TGV, le premier TGV dans un pays musulman. Donc je me bats sur tous les fronts pour faire les réformes en France avec les partenaires sociaux, pour qu'on soit plus compétitif, pour revaloriser et réhabiliter le travail, pour avoir plus de croissance et donc moins de chômeurs. Mais qu'est-ce qu'on attendait de moi? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse d'autre? De surcroît, on investit dans l'université, dans la recherche. Nous allons mettre 1 milliard d'euros de plus chaque année pendant 5 ans sur le budget de l'université. Mais je vous annonce autre chose. Nous allons vendre 3% d'une grande entreprise publique française, EDF, pour faire un plan d'investissement de 5 milliards dans nos universités, pour doter nos universités des plus beaux campus, pour que les étudiants puissent travailler dans des locaux dignes de ce nom, pour avoir des logements dans les cités universitaires. C'est pas possible qu'on continue comme ça. On a fait voter la loi sur l'autonomie des universités. Nous voulons les meilleures universités du monde en France. Voilà ce qu'on essaye de faire. Le tout en 6 mois. Aujourd'hui, les étudiants, c'est qu'ils n'ont pas bien compris la réforme, à votre avis? D'abord, c'est une curieuse conception que ça consiste à faire grève quand on est étudiant. On peut être mécontent, mais enfin, théoriquement, on ne fait pas grève dans l'université. C'est pas prévu, en tout cas, le droit de grève n'est pas... Enfin, bon, passons. Le mécontentement a toujours existé. Ça, c'est autre chose. Le mécontentement peut exister, bien sûr. Mais enfin... Ceux qui bloquent, ils n'ont pas compris la réforme, à votre avis, non? Enfin, je ne suis pas sûr que ceux qui ont bloqué... D'abord, la notion de blocage est parfaitement inadmissible. Et je généraliserai la question du vote à bulletin secret. Une minorité n'a pas à bloquer. On doit laisser les étudiants étudier et les salariés travailler. Ce sont des méthodes, enfin, dans notre pays, ça n'existe nulle part ailleurs. Il est tout à fait normal qu'un étudiant, on peut être en désaccord avec le gouvernement, c'est la démocratie. On peut être en désaccord avec un projet, un texte. Mais de là à empêcher les autres de venir travailler,
Ça prouve qu'on n'est pas tellement sûr de ses idées. L'autonomie des universités, qui a été votée au mois de juillet, mais c'est un texte qui fait confiance à l'université. Toutes les universités dans le monde qui ont réussi sont des universités à qui on a donné de l'autonomie. Alors j'entendais l'autre jour à la télévision quelqu'un qui disait « Oh, il veut privatiser l'université ». Je veux privatiser l'université. On met 1 milliard d'euros de plus sur le budget d'université et de la recherche. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de la République. Et je viens d'annoncer 5 milliards de plus de travaux pour investir dans nos universités. Mais si on voulait les privatiser, on ne ferait pas ça. En vérité, c'est de la politique, dont passe d'ailleurs ce qu'il y a de plus noble et de plus intelligent. Nous voulons les meilleures universités pour la France. Et je veux des conditions de travail pour les étudiants qui soient bien meilleures. Et puis, Madame Chabot, moi j'ai été élu pour ça quand même. J'ai été élu pour changer les choses, pour trouver des solutions aux problèmes de la France, pas pour les commenter. Alors bien sûr, on me dit, ah, vous avez des difficultés, monsieur. Ah oui, mais je regarde, vous savez, Gordon Brown a des difficultés, Angela Merkel a des difficultés. Toutes les personnes qui essayent de faire des choses ont des difficultés. Ça veut dire que vous n'allez évidemment pas ralentir le rythme des réformes que vous voulez engager. Je crois même qu'on va les accélérer. Et dans la conférence dont vous nous parlez, vous en annoncerez d'autres réformes? Bien sûr, je veux qu'on travaille sur quelque chose qui me tient très à cœur, d'ailleurs qui tient à cœur au Premier ministre, et il a bien raison. Comment se fait-il que la législation sociale française, vous en parliez vous-même tout à l'heure, soit la plus complexe et théoriquement la plus protectrice, et que les salariés ne se soient jamais sentis en tel état de précarité, et que les chefs d'entreprise ne soient jamais sentis aussi contraints? Je veux qu'on sorte de cela. Comment peut-on faire? Et ça sera l'un des objets de cet agenda social que je vais négocier avec les partenaires sociaux. Comment on peut faire pour donner davantage de flexibilité aux entreprises et en même temps donner davantage de garanties aux salariés? C'est la sécurisation des parcours professionnels. Qu'une femme ou un homme de 45 ans qui se trouve au chômage ait le droit à la formation, qu'on ne le laisse pas tomber, qu'on puisse généraliser le contrat de transition professionnelle qu'avait expérimenté Jean-Louis Borloo, qui permet, vous savez, à un salarié licencié pour des raisons économiques de ne pas être au chômage, d'avoir un contrat avec l'État, d'avoir une nouvelle formation pour trouver un nouvel emploi. C'est ça qu'on va négocier avec les partenaires sociaux. J'ai conscience que ce sont des changements considérables. Mais je demande aux Français de réfléchir à ça. Il y a une dizaine de pays en Europe qui ont plein emploi, pas nous. Comment ça se fait? On a, avec les 35 heures, choisi de travailler moins. Vous l'avez payé de votre pouvoir d'achat. Je ne veux plus qu'on mette les gens dehors à 52 ans ou à 53 ans, alors que dans le même temps, on leur dit de cotiser plus longtemps pour la retraite. Pourtant, c'est ce qui se passe encore dans les entreprises. Eh bien, ce n'est pas ce n'est pas acceptable. Je ne veux plus que les jeunes aient tant de difficultés à trouver des emplois. Mon rôle, c'est de porter les changements pour qu'on fasse aussi bien que les autres. Il n'y a pas de fatalité à l'échec. J'ai été élu pour cela. Écoutez, je sais où je vais. Je l'ai dit aux Français. Je veux le faire avec beaucoup de détermination, Mme Chabot, tranquillement. Mais je ne renoncerai pas, je ne reculerai pas. Jamais le président Sarkozy se dit Nicolas Sarkozy, candidat, a fait un peu trop de promesses, je vais avoir du mal à les tenir. Alors, interrogez-moi sur les promesses que je ne pourrai pas tenir. Non, je vous demande, c'est vous qui regardez. Vous vous dites, bon, je fais une réforme, vous dites, je vais au contraire peut-être même les accélérer. Chabot, vous dites pas, là, j'ai pas bien mesuré les difficultés. Madame Chabot, j'ai beaucoup réfléchi à mon projet de campagne. J'ai pris tous les risques. Dans le débat qui nous a occupés avec Madame Royal, j'avais dit que je ferais la réforme des régimes spéciaux. Et je savais parfaitement que ça détournerait de moi des cheminots, des électriciens, des gaziers. Je l'ai dit. J'ai dit que je ne ferais pas la ratification du traité simplifié par le référendum. J'ai tenu. J'ai indiqué qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. Vous savez, je ne suis pas venu à l'élection présidentielle comme un écervelé. C'est un choix de vie. C'est beaucoup de peine. Enfin, beaucoup de peine au sens de lourdeur. La vie d'un président de la République est passionnante, mais elle est lourde. Je n'ai pas fait ça au hasard. J'ai beaucoup travaillé. Et rien de ce que j'ai fait depuis 6 mois n'est fait comme ça, d'une lubie le matin quand je me lève. J'ai la responsabilité d'un pays à conduire. J'ai pas le droit de me tromper. Mais ça peut m'arriver comme à tout le monde. Dans ce cas-là, je m'en explique. Mais quand je dis je veux pas céder, c'est pas une question d'ego. Le président de la République n'a pas à avoir d'ego. Ça serait parfaitement inadmissible. Quand je dis on va faire d'autres réformes, et je vous en donne des exemples, et des exemples alors très lourds,
Mais c'est parce que je crois que c'est l'intérêt de la France de le faire. Si je veux justement être à la hauteur des promesses que j'ai faites aux Français, quand je rends hommage aux partenaires sociaux, mais ce n'est pas une habileté, c'est parce que je ne peux pas réformer tout seul. Je sais parfaitement qu'il faut des partenaires, qu'il faut qu'on discute. La fermeté est nécessaire, le dialogue aussi. Et c'est ça que j'essaye de faire. C'est un grand pays, la France. Vous auriez des syndicats plus forts, avec une représentativité plus reconnue, oui, différente. C'est d'ailleurs un des sujets que je mettrai dans l'agenda social aussi, très lourd. Mais je crois qu'il faut tout faire en même temps parce qu'il y a une cohérence. Je veux poser le problème du critère de représentativité. Écoutez, aussi. Oui, mais la dernière fois qu'on a parlé des critères de représentativité, c'était 1966. Et avant, c'était 1945. On peut peut-être s'y interroger aujourd'hui. Je veux parler du financement. La moitié seulement des recettes des syndicats sont les cotisations. Nous sommes le seul pays en Europe où c'est comme ça. Je veux parler de l'UMM vous choque? Bon, ce qui est amusant, c'est qu'on passe son temps à me demander de garantir l'indépendance de la justice, de ne pas m'en mêler, et à chaque étape, on me demande sur des affaires en cours ce que j'en pense. En tant que président de la République, je n'ai pas à penser quelque chose de ces affaires-là. J'observe qu'il y a un problème. Je veux revivifier le dialogue social. Je veux poser la question des accords d'entreprise. Au fond, pourquoi la loi empêcherait-elle dans une entreprise des salariés et un chef d'entreprise de se mettre d'accord? Et à quelles conditions on peut faire un accord majoritaire? Et c'est une grande avancée pour les syndicats, cette notion d'accord majoritaire. Et je dis aux Français, il ne faut pas que vous soyez inquiets de toutes ces réformes que je porte. Ce qui devrait vous inquiéter, c'est que si je ne faisais des réformes que dans un coin, parce que je déséquilibre le reste de la société française. La société française doit avancer à la même vitesse. Je dois faire du quinquennat que vous m'avez confié un quinquennat utile pour le pays. Vous avez des problèmes dans les banlieues, vous avez un problème de chômage, vous avez un problème de pouvoir d'achat, vous avez un problème d'éducation, il y a un problème d'autorité dans le pays, il y a un problème d'intégration et d'immigration. Je ne peux pas dire, écoutez, la première année, je m'occupe de l'emploi, puis je ne m'occupe pas de la formation. La deuxième année, je m'occupe de la formation, mais je ne m'occupe pas du social. Il y a le problème des retraites, il y a le problème de l'assurance maladie, j'ai le problème de l'hôpital. Il y a le problème de la formation professionnelle que je mettrai dans cet agenda social. Franchement, la formation professionnelle, elle marche bien pour celui qui n'en a pas besoin. C'est-à-dire, vous avez fait HEC, vous avez envie de faire l'INSEAD, vous trouvez certainement un grand groupe pour vous financer. En revanche, vous êtes dans le textile, votre boîte ferme, vous n'avez pas de quoi apprendre un nouveau métier. C'est ça que je veux changer. On parlait tout à l'heure de problèmes judiciaires. Votre prédécesseur est poursuivi pour des faits qui remontent à longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il doit siéger encore au Conseil constitutionnel? Il est présumé innocent, comme n'importe quel justiciable. Pour le reste, je n'ai pas de commentaire à faire, si ce n'est que c'est toujours dommage que la justice vienne si tard. Sur l'Algérie, où vous allez partir, il y a eu des propos plus qu'étonnants de la part d'un ministre du président Bouteflika, qui parlait de lobby juif, qui vous incitait ou même vous demandait carrément la repentance pour tous les crimes du colonialisme, entre guillemets. Qu'est-ce que vous allez Écoutez, j'ai eu longuement le président Bouteflika au téléphone cet après-midi. Il m'a indiqué, ce sont ses mots, que ce qui avait été dit ne reflétait en rien la position de l'Algérie. Je lui ai dit que je combattrais de toutes mes forces l'antisémitisme, l'islamophobie et toute forme de racisme. Je considère qu'un incident est clos et j'irai en ami en Algérie. Pour que les choses soient tout à fait claires sur l'agenda social et la réunion que vous allez tenir, il y a un délai, c'est-à-dire que l'agenda social 2008, la première réunion qui va se tenir, si j'ai bien compris, à l'Élysée, devra avoir bouclé jusqu'à la fin de l'année? À la mi-décembre. Et on fera avec les organisations patronales et syndicales l'agenda social sur l'année 2008. On le fera ensemble. Alors, une sorte de Grenelle, parce que le terme, l'expression est à la mode. On va faire un Grenelle de l'agenda social. Depuis que c'est l'Élysée. Nous l'avons fait pour le Grenelle de l'environnement. Oui, ça a marché. Non, mais c'est un agenda social. Mais ce que les Français, je voudrais qu'ils comprennent, c'est que je comprends leur inquiétude, le sentiment de précarité, parfois même l'exaspération. Et je leur demande de croire à une chose. J'essaye de prendre tous les problèmes à bras le corps pour y apporter des solutions. Je ne veux en éviter aucun. Je leur rendrai des comptes. Alors vous pouvez me dire, mais enfin, si ça ne marche pas, si ça marche, tant mieux.
Si ça ne marche pas, le gouvernement prendra ses responsabilités et déposera des textes. C'est ma conception du dialogue social. Mais c'est plus possible de continuer en disant, voilà, il y a un problème, on le commente, on ne fait rien. Je ne peux pas moi-même décider d'une augmentation générale des salaires dans les entreprises. Je peux en revanche dire, négocier, où les allègements de charges seront conditionnés. Je peux dire, les 35 heures ont tout bloqué, si vous vous mettez d'accord dans l'entreprise, salariés et chefs d'entreprise, alors vous pourrez vous en exonérer. Voilà ce que je veux faire, voilà la méthode que je propose. Écoutez, ça n'a pas si mal marché pour les régimes spéciaux, pour l'autonomie des universités, pour la fusion de la NPL et de l'UNEDIC, mais on va continuer. Et on continuera à voir le président de la République aller voir les pêcheurs en colère au Guilvinec, le président de la République aller récupérer des journalistes qui ont été arrêtés au Tchad. On verra aussi un président, quand il y a un conflit qui s'annonce avec les régimes spéciaux face à des grévistes à la SNCF, le président sur tous les fronts, non, mais ça reste normal. Je veux m'en expliquer parce que j'ai vu qu'il y avait des interrogations. En démocratie, c'est normal. Pourquoi j'ai été au Guilvinec? Vous savez, c'était pas commode, hein. Je ne m'attendais pas à être accueilli avec des vivats. J'étais au Guilvinec parce que j'ai estimé que c'était le rôle du chef de l'État d'aller voir des pêcheurs qui étaient en train de mourir. Parce que la pêche française, c'est comme l'agriculture française ou l'industrie française, c'est identitaire. C'est une question d'identité nationale. Et je n'ai pas l'intention de laisser ces gens mourir. Et ils mourraient pour des raisons Arlette Chabot, ils n'étaient pour rien, compte tenu du prix du fioul dans le bateau. Et donc j'ai estimé que c'était mon devoir d'y aller. C'était pas très commode. Mais enfin, avec Michel Barnier, en 2 jours, on a dénoué la crise. Parce que je n'accepte pas qu'un pays qui borde l'Atlantique, la Manche et la Méditerranée, on laisse notre pêche à la dérive. La SNCF, comme la RATP, moi j'ai été les voir parce que j'ai trouvé que c'était profondément anormal qu'aucun président de la République n'ait été les voir, alors que l'actionnaire, enfin c'est le propriétaire, c'est l'État. Et je suis le chef de l'État. Là non plus, c'était pas facile. Mais je voulais leur dire que je ne tenais pas à les humilier, que je comprenais leurs problèmes. Je n'aime pas la caricature qu'on fait d'eux par moment. C'était une façon de les convaincre. Mais qu'est-ce qu'on attend de moi? Que je reste enfermé dans ce palais? J'observe d'ailleurs que sur les 6 mois, pendant 5 mois et demi, on a dit que j'en faisais trop. Et voilà, pendant les grèves, j'ai pas parlé pendant 8 jours. Ça vous a pesé? Pas du tout, mais parler pour quoi faire? Alors que les trains étaient bloqués. J'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup parlé. Mais justement, je restais en réserve au cas où il y aurait un problème. Parce que c'est toute l'ambiguïté, la difficulté de la tâche d'un président de la République, 5e République. Il doit être à la fois le moteur du changement et l'arbitre. Il doit être les deux. Celui qui impulse l'énergie nécessaire pour porter les changements et pour apporter des solutions, et en même temps celui qui est l'arbitre, pour équilibrer. Par exemple, recevoir les familles de ces 2 jeunes. C'était mon devoir. C'était mon devoir. Pour montrer à chacun que sa douleur était prise en compte. Il y a beaucoup de victimes en France, dans tous les domaines. Et alors, c'est mon devoir. Il y a beaucoup de travail, oui. Mais moi, je ne pense pas que mon rôle, c'est d'être uniquement dans les sommets internationaux et de me désintéresser de ce qui se passe ici. Et puis, je vais vous dire autre chose. Je suis comme ça. Hein. J'ai été élu pour faire un travail. J'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire pleinement. J'ai envie de le faire complètement, totalement. Je pense qu'il ne faut pas s'économiser, qu'il ne faut pas être avare de ses sentiments, de son énergie. J'ai une place passionnante, j'ai un rôle lourd, mais j'en suis heureux. Je n'ai pas à me plaindre parce que je sais que la vie quotidienne des Français, elle est beaucoup plus à plaindre que la mienne. L'essentiel de notre rencontre ce soir, c'est évidemment le pouvoir d'achat avec beaucoup d'attentes, on l'a dit, des Français. À votre avis, les Français diront, tiens, ça change pour moi. Quel horizon, à votre avis? Mais tout de suite, comprenez-moi bien. En termes d'argent, hein, on est très concret. Hein. Non mais... Peut-être que les gens attendaient cet entretien ce soir. C'est toute la... Vous savez, les gens sont beaucoup plus raisonnables qu'on l'imagine. Je ne pense pas qu'ils attendent qu'ils soient si sots, qu'ils pensent qu'il suffit qu'un président dise quelque chose pour que tout change pour eux. Mais ils exigent une chose, c'est qu'on se mette au travail tout de suite. Je pense qu'il y a 2 exigences pour les Français. La première, c'est que j'ai l'honnêteté, alors qu'ils ont voté pour moi, en tout cas majoritairement, et je suis le président même de ceux qui n'ont pas voté pour moi. Est-ce qu'il a l'honnêteté de reconnaître que le problème qui est le nôtre, c'est un vrai problème? Moi, j'ai regardé de très près ce qu'avait fait M. Jospin à l'époque sur le sentiment d'insécurité. Non.
C'est pas un sentiment, c'est une réalité. Il n'y a pas un sentiment d'exaspération vis-à-vis du pouvoir d'achat. Il y a un problème de pouvoir d'achat. Est-ce qu'il prend en compte notre problème, première chose. Et deuxième chose, est-ce qu'il s'y attaque vraiment? Après les résultats, on verra, mais est-ce qu'il s'y attaque vraiment? Voilà l'objectif qui est le mien. Vous savez, les Français ne s'attendent pas que je distribue les cadeaux de Père Noël alors qu'ils savent parfaitement bien qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. La seule façon de répondre à cette question, c'est de permettre aux gens de travailler plus et de gagner plus. Mais la France n'est pas en faillite. Non. Votre Premier ministre n'avait pas raison sur ce point. On en a parlé ensemble. Il a raison de dire qu'il n'a pas d'argent, effectivement, comme oui. il le dit. Non, mais il n'y a pas de problème entre le Premier ministre et moi, vous savez. Parfois, je lis de ces choses. Et il n'y a pas de problème entre le Premier ministre, les ministres et moi. On fait une équipe, on travaille dur. Vous savez, quand il y a eu ces événements à Villiers-de-Benne, et Michel Alliot-Marie et François Fillon m'ont tout de suite appelé. Pas la question du décalage horaire, je m'en moque. Je dois être mobilisable 24 heures sur 24. Je savais parfaitement ce qu'ils faisaient, ils l'ont très bien fait. Et quand je suis arrivé, Michel m'attendait et on a été ensemble à l'hôpital. C'est une équipe. Alors c'est vrai que moi je pense que le chef, c'est pas celui qui se met derrière et qui laisse les autres prendre les coups puis dire voilà, c'était pas de ma faute, c'était la leur. Moi mon tempérament c'est plutôt de me mettre devant parce que si les choses ne vont pas, je suis le premier responsable du fait qu'ils n'y viennent pas. Voilà, c'est la fin de cet entretien et on approche des 21h. Merci de nous l'avoir accordé. Non, merci de m'avoir invité.